David Lisnard, Philippe Juvin, Vincent Jeanbrun, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, vous vous dites pas quand même, on a quand même un petit peu raté notre coup? En fait, ça aurait dû être Villepin, le Premier ministre. Ça aurait peut-être été effectivement moins mauvais. On a déjà donné. Ouais, mais bon, là, c'est peut-être hein. le plus sensé du moment. Bah, là, il y a que des têtes d'autocar. Là, enfin, je sais pas comment vous dire. On les connaît par cœur. C'est des têtes de tocard pour vous? En plus, c'était Macron qui s'en revendiquait à un moment donné. C'était un terme à lui, hein, le tocard. Les amateurs. Soyez fiers des amateurs. Donc non, mais tocard, c'est plutôt une insulte. Oui, parce que là, on parle quand même du président, du groupe des députés LR à l'Assemblée, du président du Sénat. C'est con, je viens juste de parler. Ça fait 15 minutes que j'attends et puis j'arrive pas. Oui, mais parce que tocard, je suis obligé de vous reprendre. Si vous voulez, mais vous pouvez attendre après. On a le droit aussi de dire ça. Mais je vous redonne la parole. On a le droit aussi de dire des choses comme ça, parce qu'en fait, là, vous réagissez à ce terme-là, mais ces gens-là, ils se foutent de la gueule du monde. Ils ont gouverné contre la population. Ils ont appauvri. Enfin, là, on discute. Enfin, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est chiant de discuter, de commenter les paroles de Barnier. Enfin, c'est du cirque, tout ça. C'est du cirque. Alors, c'est la petite bulle entre riches, entre privilégiés. On est content, on est là. On va s'inviter ses petits amis. On va choisir son gouvernement avec ses potes. On va négocier parce que ça se passe comme ça. Et puis pendant ce temps-là, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans la rue, c'est la merde. Et puis c'est la pauvreté, c'est les inégalités sociales. Je sais pas si vous avez vu le rapport du Secours populaire. Voilà, c'est une pauvreté qui explose même. C'est pour ça que de quoi on en vit. Le seul truc qui était intéressant finalement, c'est ce que Barbier disait tout à l'heure, d'une certaine manière, c'est discutons des émeutes ou de la rue parce qu'elle peut s'inviter n'importe quand. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Vous le sentez sur le terrain? Non, malheureusement, ces choses-là, on les sent difficilement et on sait jamais. De toute façon, je crois que c'est vous qui l'avez dit. Ça se prévoit pas, c'est très difficile. Mais la seule solution, elle est là, et c'est une solution démocratique. Ça sera la révolte, ça sera même des émeutes. Sauf parce que pour l'instant, ça il y a trop de misère pour que ça puisse fonctionner. Le week-end dernier, ça n'a pas trop fonctionné. Il n'y a pas eu grand monde dans la rue. Ça n'a pas fonctionné. Nous, on aurait préféré beaucoup plus, évidemment. Les gens qui étaient dans la rue auraient préféré être beaucoup plus nombreux. Mais ceci dit, c'est plus que ce qu'on craignait aussi, parce qu'une rentrée de septembre, c'est jamais au top. On s'attend toujours à un moment donné à ce que ça pète vraiment dans la rue, et puis ça vient pas. Ou ça vient difficilement, ou c'est très rare. Il y a eu la bataille des retraites, par exemple, c'est pas si loin que ça, mais pour vivre des moments comme ça, c'est exceptionnel. Donc en fait, on sait très bien que tout ça c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a un climat de résignation, parce que les gens croulent sous la pauvreté, ils subissent des tas de discriminations, des souffrances sociales diverses, et puis c'est pas évident de relever la tête et de se battre. Nous, ça, on le sait en tant que militants et militantes. Bon, on a eu un épisode électoral qui était plutôt enthousiasmant, une sorte de sursaut, un réveil, un dynamisme à gauche, je parle évidemment, avec une jeunesse qui s'est mobilisée. D'ailleurs, dans les manifs de samedi, c'était beaucoup des jeunes aussi. Donc on est dans cet espoir qu'effectivement, à un moment donné, il y a une confiance en soi qui revient et qui nous donne la force de se battre. Mais pour revenir... et se battre contre ces charlots-là, en fait, se battre contre ce gouvernement, contre ces gens, parce que vous mesurez, je sais pas si vous mesurez, mais vous, encore une fois, pourquoi on pourrait pas dire que ces gens-là, ce sont des tocards, dans la mesure où, en fait, dans quelle situation ils nous ont mis, en fait? Depuis qu'ils dirigent, depuis qu'ils gouvernent, c'est les mêmes réponses, les mêmes solutions. Et puis, en fait, il faudrait avaler tout ça, il faudrait accepter tout ça gentiment. Est-ce que vous vous dites pas, quand vous voyez, pardonnez-moi Philippe Poutou, quand vous voyez ce casting éventuel, ce sont des pistes seulement, mais est-ce que vous vous dites pas, on aurait pu quand même avoir un Bernard Cazeneuve et ça aurait été un moindre mal, et on a un peu raté. Je vous pose la question. Non, personne, en fait, personne, à part, effectivement, on aurait espéré, mais c'est vrai que ça nous semblait de toute façon très compliqué, que Macron puisse choisir Lucie Castet et donc avec une première ministre qui soit issue du Front populaire. On savait que c'était mission impossible, parce qu'en plus mathématiquement, et c'est ce sur quoi a joué Macron, c'est qu'en fait la gauche, elle est minoritaire, parce qu'il y a 3 blocs. C'est la particularité par rapport à une certaine époque. Avant, c'était gauche contre droite ou droite contre gauche. Là, aujourd'hui, il y a 3 blocs. Il y a la droite, il y a l'extrême droite et la gauche, on va dire. Et le problème, c'est que la gauche, elle reste minoritaire, parce qu'il y a un assemblage naturel entre la droite et l'extrême droite. Et Macron, il a joué là-dessus. Donc il a contourné effectivement ce qui sortait des urnes. Parce qu'en fait, ce qui sortait des urnes, c'était l'expression quand même d'un besoin de changer de politique profondément. Avec l'idée qu'à un moment donné, il faut arrêter les attaques antisociales. Mais d'une France qui reste plus à droite, malgré tout, Philippe Poutou. Ouais, malgré tout, parce que les choses sont compliquées, parce qu'il y a aussi des gens qui sont résignés, encore une fois, je le dis, puis il y a aussi des gens qui ne votent pas. Voilà, c'est toujours très compliqué, qu'il y ait une sorte d'unité, de cohérence et de
de sentiment de force du côté de celles et ceux qui subissent la crise. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais il y a une aspiration quand même. Il y a l'aspiration unitaire à gauche qui se renforce. D'ailleurs, c'est ça qui impose aussi aux dirigeants de gauche à un moment donné de se tenir un peu correctement, de pas trop être con non plus, d'être trop boutiquier, trop sectaire. Donc il y a aussi une pression populaire qui aide à ça. Mais derrière, on aimerait bien que ça aille plus loin, parce qu'au bout du compte, l'enjeu, c'est quand même de changer véritablement de politique, et donc à un moment donné, de faire que l'argent qui a été volé par les plus riches puisse être redistribué à la société sous la forme d'un développement des services publics, de salaires, la retraite beaucoup plus en amont. Enfin voilà, tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour changer les choses profondément. Monsieur Poutou, vous nous parlez d'aspiration unitaire à gauche. Bon, on a bien compris que pour vous, les charlots, les tocards, les cons, c'était tous les autres. Mais je crois souvenir que lorsque la gauche était au pouvoir, sous François Mitterrand, ou plus récemment encore avec François Hollande, vous aviez des mots aussi sévères pour François Hollande et pour la gauche qui était à l'époque au gouvernement. Et là, cette gauche-là, ça vous a pas gêné de partir au combat électoral sous la même étiquette? Vous aviez la même étiquette que François Hollande, par exemple. Et là, c'était... Oui, mais ça a été beaucoup dit d'ailleurs, de Hollande à Poutou, de Poutou à Hollande. Mais ça a été d'ailleurs le slogan de la droite pour dénigrer encore plus. Oui, mais bien sûr. Mais ça, on le change pas. Là, il y a une particularité. C'est qu'en fait, il y a l'enjeu de juin et de juillet dernier, c'était empêcher Bardella et l'extrême droite de prendre le pouvoir en dirigeant le gouvernement. Parce que vous n'avez pas fait dans l'Aude, parce que vous avez été battu dans l'Aude par un sortant. Oui, non, mais là, je réponds à votre question. Oui, on a essayé, et moi, j'ai essayé, parce qu'on m'a mis dans une mission quasi impossible avec des camarades, mais ceci dit, on s'en sort pas si mal que ça, parce qu'il y a une équipe qui s'est reconstruite, de gauche, de militante, et qui continue aujourd'hui à faire des choses. Mais ceci, l'accord avec l'ensemble de la gauche, nous, on n'a eu aucune hésitation, enfin, nous, le NPA, et puis d'autres aussi, qui seraient peut-être jugés un peu plus radicaux, de défendre cette idée que, oui, on a intérêt à s'unir, on a intérêt à s'assembler, y compris avec des gens de gauche qui sont moins de gauche, et des fois, difficilement, c'est difficile de les classer à gauche comme Hollande, vu ce qu'ils nous ont fait il y a pas longtemps. Oui, mais là, il y avait un enjeu, une mission immédiate, un danger immédiat pour nous. Pour nous, le danger véritable, c'était que le RN prenne le pouvoir. Donc, du coup, on s'est dit, oui, il vaut mieux s'allier avec Olivier Faure et derrière un Hollande, plutôt que d'aller à la catastrophe. Ça, c'était extrême droite. Mais oui, bien sûr, mais ça, nous, ça nous apparaît normal de raisonner comme ça. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de discuter, c'est que on a bien conscience que la gauche, elle est hétérogène, en fait. On le voit bien entre le PS, les Verts, et puis Roussel avec le PC, et puis LFI, et puis nous, et puis d'autres petits groupes qui sont là-dedans. On sait bien qu'il y a plein de nuances. On le voit d'ailleurs, les disputes des uns et des autres qui révèlent quand même quelques désaccords politiques. Mélenchon, François Ruffin, etc. Nous, on pense que ce qui est intéressant dans cette gauche-là, qui se reconstruit, on verra, c'est d'abord d'être en capacité de faire le bilan justement de ce que la gauche a fait dans le passé. Elle a fait beaucoup de mal. Les gouvernements de gauche, les pouvoirs de gauche ont fait beaucoup de mal. Mais c'est d'essayer de voir, est-ce qu'on peut pas construire une gauche différente, une gauche de combat, une gauche radicale, anticapitaliste, une gauche qui se lie aux mouvements sociaux. Et c'est un peu ça aussi les discussions qu'il peut y avoir entre les militants. Il y a quelques noms qui circulent quand même, parce que vous savez que l'objectif de Michel Barnier, même si pour l'instant ça a l'air d'être un peu compliqué, c'est de faire venir malgré tout des personnalités de gauche dans ce gouvernement. Il y a 3 noms qui circulent. Alors, Ségolène Royal qui, elle, dit « Moi, je me tiens disponible ». Ça vous fait sourire? Soutien de Mélenchon en 2022. Soutien de Mélenchon en 2022. Il y a Manuel Valls, visiblement, dont le nom circule. Ça fait encore plus sourire. Soutien de Manuel Valls en 2022. Et il y a Marisol Touraine. Voilà les 3 figures de gauche dont les noms sont cités en ce moment. Là encore, ce ne sont que des pistes. Prenons beaucoup de pincettes. Mais bon, à en voir votre sourire, ça ne vous ferait pas plaisir particulièrement de les voir au gouvernement? Non, déjà, on a du mal à les classer à gauche, notamment Valls. Qui fricote quand même avec des courants d'extrême droite quand il est allé du côté de Barcelone et du côté de l'Espagne avec Vox. Oui, pour bloquer les indépendantistes, il avait fait une alliance. Joli coup. Bon, il s'est planté après parce qu'il n'a pas réussi à avoir la mairie de Barcelone, mais en fait c'est des gens qui sont disponibles en permanence. Bon, tant mieux pour eux, mais évidemment que nous on n'a aucune illusion dans ces gens-là. Mais encore une fois, c'est pas tellement une histoire de casting, parce que là on en vient à commenter des trucs. Voilà, lui, pas lui, elle, pas elle. Nous encore une fois, c'est non mais c'est un projet derrière qui va la population, elle est pas représentée par tous ces gens-là. Des fois on va voter, des gens vont voter parce qu'ils disent bon allez on va quand même aller voter, mais personne n'est content de ce qu'on a. Enfin quand on voit toutes ces têtes-là, on se dit mais comment on s'en débarrasse?
Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que la démocratie, c'est à la fois, il y a un système institutionnel, on nous le dit, il y a des présidents, il y a un parlement, il y a des régions, des départements et tout ça. Mais nous, on a envie de mettre en avant cette idée, mais c'est aussi l'histoire, que la démocratie, ce sont des luttes sociales. Et c'est quand les gens prennent leurs affaires en main. Et que la démocratie directe, ça voudrait dire, oui, on se bat, on se défend, on défend nos services publics, on défend nos emplois, on défend nos salaires, on défend nos retraites. Et c'est des combats sociaux, des combats de rue. Mais ces combats, ou comme les Kanaks aujourd'hui, heureusement qu'ils se battent, parce que sinon ils se font écraser, dominés par l'État colonial français. Donc il y a besoin à ce que les peuples, ils s'organisent. Et c'est ça, Philippe nous, Poutou, c'est cette démocratie qu'on veut Oui, discuter. mais en fait, Philippe Poutou, est-ce que justement, dans ce cadre-là, dans cet objectif, dans ce projet que vous portez avec le mouvement social, etc., est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, plutôt que d'être dans une position, le programme, rien que le programme, tout le programme du NFP, se dire, on accepte un système qui dégrade un peu ce qu'on a posé collectivement, mais on arrive, on prend le pouvoir et on fait en sorte justement derrière de travailler avec le mouvement social, de travailler sur la Nouvelle-Calédonie, plutôt que de rester dans cette posture, alors que numérairement vous saviez que ça ne collerait pas, mais qui vous permet de dire, nous en fait on est resté propre, mais finalement on ne prend pas le pouvoir. Et à la fin, voilà comment ça se passe. Est-ce que là, il n'y a pas eu une erreur d'appréciation qui vous a conduit, typiquement, vous avez dit, de Poutou à Hollande, le principal, c'est de lutter contre l'extrême droite. Là, vous auriez très bien pu vous dire, de Poutou à Hollande, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir. On va peut-être dégrader un peu, on va peut-être coaliser avec d'autres qui ne sont pas vraiment de notre bord, mais le principal, c'est qu'on l'ait et qu'on fasse ce qu'on ait à faire. Non, mais... D'abord, la mission, c'était pas juste, c'était la première mission, c'était d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais il y avait aussi une mission de lutter contre le macronisme. Et puis, il y avait une autre mission, c'était le programme qui a été mis en avant. Un programme qui est un programme pas révolutionnaire, mais qui est un programme d'urgence sociale, en fait. Comment on répond dans l'immédiat à une situation sociale dramatique pour des millions de gens. Et ça, ce programme-là, il est important. Alors, apparemment, il faut que vous parliez dans votre micro un peu plus. Parce que donc, je ne dis pas tout ce que j'ai dit, je pense que... Non. sensible. Alors là, aussi, par rapport à ce que vous dites, c'est quand même... Allez-y, tournez-vous vers le micro. Non, pas trop, non, mais pas... Mais voilà, par rapport à ce que vous dites, en fait, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est que Macron, il dissout l'Assemblée, il croit qu'il va, avec ses petits bras musclés, il va faire ce qu'il veut, et puis ça va être ou l'extrême droite ou lui qui va gagner, et puis voilà, puis manque de bol, il rate son coup, c'est la gauche qui gagne, en hockey, c'est relatif, puisque c'est juste une majorité relative. Mais ceci dit, la logique aurait voulu quand même qu'on tente. C'est ce que je crois disait d'ailleurs De Villepin. Pourquoi c'est pas tenté une ministre, et on voit ce qui se passe, et on voit justement les mesures qui auraient pu être mises en avant dans l'immédiat, notamment l'abrogation de la réforme des retraites de l'année dernière, un SMIC à 1 600 €. Je ne sais pas si vous avez vu le seuil de pauvreté, il est à 1 200 €, et le SMIC à 1 400 dans le sondage, enfin dans l'étude du Secours populaire. En fait, on est pauvre avec un SMIC. Donc du coup, ça se justifie quand même assez largement. Donc c'est pas l'histoire de le programme, rien que le programme, c'est que en fait il y a besoin de tenter une autre politique. Vous parliez... Et au moins qu'il y ait une amorce, qu'il y ait des points, des trucs hautement symboliques, Sauf et qui ont des problème... conséquences importantes pour les gens. C'est que voilà, on se dit, et c'était quand même ce qui sortait de l'élection. C'est pas nous qui sommes des sectaires ou la gauche. Mais le problème aussi, et vous l'avez évoqué à l'instant, c'est que cette gauche-là, c'est pas un bloc unitaire. Il y a des divisions. Je sais pas si vous avez vu ce qu'a dit François Ruffin. Sur la France Insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, on le rappelle pour les téléspectateurs, député qui a rompu avec LFI au moment des législatives, il sort un livre. Et dans ce livre, voilà ce qu'il dit. Nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Et il en a remis une couche sur BFM TV. On écoute François Ruffin. Vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. Alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient, mais on fait la même chose. Est-ce que ce constat de François Ruffin, déjà, vous surprend? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez remarqué? Non, mais je ne vais pas fuir le sujet, mais les déclarations, il y a les déclarations de Ruffin donc de hier et aujourd'hui, mais en fait, si on réfléchit, si on se souvient, toute la campagne
à la fois des européennes et même pendant les législatives et puis après, il y a quand même pas mal de disputes, de déclarations pas sympas. Alors c'est soit les exclus de LFI comme Corbière, Clémentine Autain ou d'autres qui règlent des comptes, soit les autres qui répondent en disant mais si on avait raison, vous êtes des traîtres et tout ça. On a entendu Roussel plusieurs fois s'attaquer à l'AFI. On entend quand même souvent, enfin malheureusement c'est le paysage régulier de la gauche, de la tête de cette gauche-là. Et ça vous exaspère moi je vais parler quand on est en bas. Évidemment que ça nous fait chier d'entendre ça parce que ça complique la situation. Déjà que c'est compliqué et c'est très difficile de reconstruire des équipes militantes unitaires, parce que c'est ça l'enjeu quand même, c'est qu'on arrive des militants à la base ou des militantes à la base, que ce soit même du PS, des Verts, jusqu'au PC, LFI, et puis des groupes encore plus à gauche comme les nôtres. En fait, on a envie de militer ensemble, malgré les désaccords, et on a envie de se débarrasser de toutes ces conneries-là. Et donc, quand on entend des responsables de gauche aussi peu responsables, parce qu'il y a quand même quelque part un truc, ils jouent quoi, une carte personnelle. Donc ils ne sont pas responsables, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon. Nous, on pense qu'il y a un côté dans ces disputes-là, parce qu'il pourrait y avoir des désaccords politiques qui se discutent franchement. À la limite, on pourrait avoir un débat politique sur la gauche qu'on a envie de reconstruire, en se rappelant celle qui nous a trahis et comment faire pour pas que ça se reproduise. Donc ça, on a besoin. Mais après, on peut penser ça. Et à la base, des fois, on se dit, mais bon, comment on fait? En fait, il y a besoin de discuter de ce qui peut nous rassembler, mais surtout de comment concrètement on reconstruit des équipes militantes combatives. Et c'est pour ça qu'on pense qu'à la base, heureusement, qu'il y a beaucoup plus de responsabilités collectives, beaucoup plus de préoccupations sincèrement unitaires qu'en haut. Et après, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai, pas vrai? Mais là, vous répondez une question de Guillaume Tabar. Uniquement sur la question des divergences personnelles, des bisbilles auxquelles on assiste dans tous les camps. Sur le fond, est-ce que le principe même, en plus c'est un candidat qui l'avoue, c'est pas un adversaire politique qui dit votre campagne ressemble à ça, un candidat qui à l'époque portait l'étiquette LFI, qui dit lui-même oui, nous faisions une campagne aux faciès, on s'adressait aux Noirs et aux Arabes parce qu'on savait que c'est ça qui marchait. Ça vous choque pas? Non, mais ça c'est Ruffin qui le raconte comme ça. Après il faudrait voir comment c'est répondu. Nous, on n'a pas assisté à ça. On milite. Nous, le NPA est un parti qui est profondément antiraciste et même anticolonialiste et en soutien total. Et je le rappelle encore, parce qu'on n'en parle plus beaucoup, mais ce qui se passe en Kanaki, ça continue. Il y a eu deux référendums. Comme le prévoyaient les accords de 98, on est dans un corps électoral. Là, il y a des émeutes et des révoltes et contre la démocratie. Il y a un peuple qui se soulève. Non. La démocratie, c'est le soulèvement populaire actuellement des Kanaks. La démocratie, c'est le référendum. Ils ont perdu. On peut vous opposer. Bon, voilà. Donc. Non, alors j'ai cherché le lien. En fait, on est sur l'antiracisme et l'anticolonialisme. Les deux d'ailleurs se tiennent très bien ensemble. Enfin, le racisme et le colonialisme, c'est historiquement, il y a un lien. Mais bon, donc du coup, nous, on voit pas, même y compris chez les camarades de l'AFI qu'on fréquente, et puis même, enfin, de ce qu'on a pu vivre ça nous interroge dans la pas campagne. plus. Mais non, mais on n'a pas. Enfin, moi, je peux pas. Enfin, après, c'est commenter ce que vient d'écrire ou dire Ruffin. Je veux bien qu'il y ait un débat qui se lance. On verra bien ce qui se passe. Est-ce que Mélenchon a vraiment dit ces choses-là? Est-ce que Mélenchon milite sur des thèses limite racistes? C'est ça que veut dire Ruffin en fait. Bon, en tout cas, vous voulez pas savoir. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que c'est pas la réalité que nous qu'on voit. Nous, l'AFI milite pas sur des thèses racistes. L'AFI milite comme nous, mais en moins radical, on va dire. Mais en tout cas sur. Non, mais Jean-Luc Mélenchon l'a redit le week-end dernier. Concentrez-vous sur les quartiers. Mais ça, c'est rien d'autre. Mais ça, c'est normal. Enfin, ça c'est normal. Après, Ruffin, effectivement, il dit ma France, il n'y a pas moitié ma France, il y a ma France des villes et ma France des zones rurales. La France des bourgs et la France des tours. Et donc, du coup, lui, il le pose de cette manière-là. Mais c'est vrai que quand on est militant moi, j'ai fait la campagne à Carcassonne et dans les villages à côté de Carcassonne. Donc, moi, j'ai pas l'habitude, effectivement, parce que en fait, d'habitude, je milite sur Bordeaux, l'agglomération bordelaise, et puis un peu autour. Et c'est vrai que militer à Carcassonne, par exemple, on voit que les conditions de vie sont pas tout à fait les mêmes, que la situation est plus grave en fait dans ce qu'on appelle les zones périurbaines et les zones rurales, où les services publics sont encore plus démantelés que dans les villes, où la misère elle est plus importante, en tout cas elle est plus visible, et l'isolement et la fragmentation des populations est encore plus importante. Donc on voit bien effectivement que la situation sociale et humaine n'est pas forcément la même dans les grandes villes que dans les. Alors après Ruffin, il reproche donc à la FI de pas faire le boulot comme lui pense qu'il faudrait faire. Bon, mais ça c'est.
Nous, on pense qu'effectivement, il faut cibler les quartiers populaires, il faut cibler les populations les plus pauvres, parce que c'est là où on a besoin aussi de reconstruire une conscience politique, c'est là où on a besoin de discuter, c'est là où on a besoin de faire en sorte que ces gens-là, ils retrouvent la confiance en eux-mêmes et en elles-mêmes pour se battre. Et parce que, en fait, les gens sont brisés, plus il y a de pauvreté, plus il y a de précarité, plus les gens sont isolés ou perdus ou déconnectés de la société, plus ils se perdent ou plus c'est confus. Donc c'est normal que des organisations militantes, elles cherchent à raccrocher tout ça, à réapporter une conscience politique, à rediscuter, de s'organiser, de s'auto-organiser. Et c'est pour ça qu'après il faut voir effectivement ce qu'il y a en réalité dans ce que reproche Ruffin à Mélenchon, ou quel est le débat politique de fond. Vous me mettez un tunnel, comme on dit. Oui, mais c'est pour éviter de... C'est très intéressant, mais on voulait aussi avoir le temps. On voulait avoir le temps aussi de vous montrer la séquence, l'une des séquences du soir. Emmanuel Macron, vous avez vu, qui a fait l'un de ses premiers bains de foule depuis l'annonce de la dissolution, parce qu'effectivement, Léopold Olbert me l'a rappelé, il y avait celui de Bormes-les-Mimosas également. Il a fait un bain de foule, il a été interpellé par l'une des personnes présentes. On regarde la séquence. Le résultat des élections, quand même, il faut les respecter. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu 11 millions de gens qui ont voté pour le Rassemblement national. Et là, vous voyez qui vous êtes. Vous avez entendu M. Verdet tantôt ? Il faudrait compter sur nous. Vous êtes l'otage du Rassemblement national. Si on appelle ça une démocratie, il n'y a pas d'otage, c'est une démocratie, on essaie d'écouter tout le monde. Voilà. Il faut respecter tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 11 millions de gens qui ont voté le Rassemblement national, premier tour. Après, les partis, ils ont fait des désistements réciproques. Ce qui fait que vous avez un paysage qui est très fragmenté, mais ce qui correspond aux opinions des gens. Hein. Bon. Mais personne n'a la majorité. Je sais bien, oui, vous avez raison. Et donc notre culture n'est pas encore assez dans le compromis. J'espère que là, les forces politiques, ils vont faire des compromis pour avoir la majorité la plus large. Mais il ne faut pas, personne n'est l'otage de qui que ce soit. Si vous voulez, c'est les Français qui se sont exprimés. Donc il faut respecter toutes les opinions et faire des compromis. Surtout pour ceux qui se sont mis d'accord dans le deuxième tour, les forces républicaines. Il faut qu'elles travaillent ensemble, même si elles ne sont pas d'accord sur certaines choses. Vous êtes l'otage du Rassemblement national, dit ce monsieur à Emmanuel Macron. J'imagine que vous partagez cette analyse ? Je ne suis pas sûr qu'il soit complètement otage, parce qu'il a l'air de partager pas mal de l'idéologie de l'extrême droite. Quels aspects ? En tout cas, c'est pas pour rien qu'il y a une proximité, qu'il y a des accords. Déjà, Barnier s'assurer que, visiblement... il s'assurait qu'il n'y ait pas de motion de censure qui additionne la gauche. Non, mais d'accord. L'Europe, le libéralisme, tout ça, c'est pas bon pour Marine Le Pen. Elle n'est ni européiste, ni libérale. Oui. Non, mais ils s'entendent bien quand même. Après, vous voyez pas ça comme ça. Nous, on le voit comme ça. C'est qu'en fait, il y a une proximité politique et idéologique. Mais que vous vous basez sur quoi quand vous dites ça ? C'est important de le comprendre. Ce que fait Darmanin, ce que font tous ces gens-là, vous voyez que... Mais quoi, contrôler l'immigration ? Mais même tous les votes du RN, que ce soit à l'Union européenne ou que ce soit ici, il y a toujours un lien, une proximité politique avec le libéralisme, parce que l'anti-Europe de Le Pen, ça ne se voit pas quand ils votent les mêmes lois ultralibérales et antipopulaires. Sur Poutine, c'était RN et LFI qui étaient d'accord avant 2022. Et quand la gauche et le RN veulent conjointement abroger la réforme de la retraite, là, il n'y a pas de concordance idéologique. Ils le disent, mais ils n'insistent pas. Ils vont même présenter une proposition de loi pour le faire. Non, mais bon, en tout cas, il y a même sur les questions de la loi asile-immigration, les lois de Darmanin. Donc là, on avait bien vu quand même un soutien politique du RN. Donc voilà, nous, on pense ça. En tout cas, on le voit comme ça. Alors peut-être qu'on se trompe, parce que vous êtes des spécialistes, des experts, et vous savez beaucoup mieux que n'importe quel militant comment il faut voir les choses. Mais ceci dit, nous, on pense qu'il y a une proximité politique de Macron avec l'extrême droite, et ce qui fait qu'il n'est pas si pris en otage que ça. Maintenant, après, quand Macron discute avec des gens comme ça, on se dit toujours, mais même quand il fait ses prises de parole, Macron, on se dit, il est dingue ce type. Il est dingue, il joue en permanence, il fait son petit truc, et en fait, ça a des conséquences très graves, sauf que c'est pas eux qui payent les conséquences, c'est la population. Christophe, vous avez quelques secondes, après on avance. Pour finir, avez-vous des nouvelles de l'enquête pour apologie du terrorisme qui vise le NPA ? Eh ben non, justement. Mais c'est parce qu'il n'y a rien, finalement. Quand même, vous avez applaudi les moyens utilisés. Il y avait pas à vous poser des questions, quand même. Ça date de quasiment un an. Oui. Et la justice ne bouge pas. Il y a eu une convocation policière qui s'est très bien passée d'ailleurs, en nous disant, oui, effectivement, l'apologie du terrorisme, ça n'existe pas vraiment du côté du NPA, donc il n'y a pas de suite. Voilà, il n'y a pas de suite. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que demain, il y aurait une mauvaise surprise, mais ceci dit, il y a une autre enquête qui a été menée quand j'avais dit la police tue. Vous savez, Darmanin, je ne sais pas s'il va être encore au gouvernement prochainement, Darmanin avait déposé plainte, pareil, pas de suite. Donc en fait, il y a beaucoup d'intox, beaucoup de dire, regardez, on fait ça. Mais la justice ne bouge pas. Non, c'est pas la justice, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'éléments. Même la police le dit, il n'y a pas d'éléments.
On n'est pas ni antisémite, ni terroriste, ni pro-Hamas. On l'a jamais dit, on l'a jamais écrit. D'ailleurs, si vous vous intéressiez à ce qu'on faisait, vous le sauriez. Merci. Voilà. Donc c'est un peu facile de nous accuser comme ça, d'accuser la FI, tout ça. En réalité, c'est pas ça. Merci, et c'est pour ça qu'il n'y a pas. Et les seuls condamnés, n'empêche en ce moment, c'est le RN avec les tricheries et les magouilles. Un CGT aussi a été condamné. Merci oui, en attendant beaucoup. l'extrême droite et les ministres sarkozystes, des proches de Sarkozy sont en tôle et tout ça. En fait, les magouilles et la délinquance, elle est plutôt du côté de Non, s'il vous plaît, et nous, on n'a rien pour l'instant. Voilà. On va avancer. C'est pas un appel à Darmanin qui nous attaque, hein, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a rien parce qu'il n'y a rien. Merci Philippe Poutou d'être venu. Voilà, vous avez vu, vous avez eu le temps de parler quand même. Oui, c'est vrai. Ben voilà, vous voyez. C'est d'habitude. D'habitude sur duplex. C'est pas pour vous relancer. Mais bien pas souvent, alors c'est normal. Il fait froid dehors dans la nuit, des fois vous annulez au dernier moment. Voilà. Et là, c'est vrai que j'étais là, vous êtes au chaud sur le plateau et on vous donne la parole. C'est merveilleux. Merci.